littérature de l'incertitude, on va continuer avec Pierre Sandor, puisque l'incertitude, on pourrait presque dire que c'est le cœur, peut-être pas, mais en tout cas l'une des aspirations majeures de votre projet littéraire. Oui, un projet, je vais mettre un peu en guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de projet pour moi, j'avance un peu à l'aveugle. De livre en livre, je vois qu'il y a quelque chose qui se construit, qui se développe, qui tourne autour de l'incertitude, c'est vrai, du mystère. Mais quand je vois ce que j'écris, ce qui me renvoie comme un reflet dans un miroir, je me rends compte que c'est également une relation avec le monde, qui est toujours de l'ordre de l'incertitude, du mystère. Donc on revient à l'essentiel pour moi d'une vraie relation avec les choses, avec les gens, avec la vie, avec de quoi va être fait le lendemain. L'incertitude est déjà là, ce soir même, puisqu'on attendait Christophe qui était empêché dans un train. Voilà, l'incertitude était là. Alors vous avez publié trois romans chez Finitude. L'homme caché d'abord, Engeland et Adieu à ce qui vient. Et donc c'est d'autres textes ailleurs, de la poésie aussi. Et donc ces fragments Solander qui sont publiés, qui sont parus il y a 2 ans je crois. Ah non, l'année dernière, voilà, à la dernière goutte. Il y a quelque chose qui revient, et notamment dans celui-ci et dans un autre de vos textes, qui est L'homme caché, c'est le poète Hensen, espèce de poète insaisissable qu'on avait donc découvert dans le premier livre au travers de 4 textes qui parlent de lui, 4 sources différentes qui parlent d'un même poète, peut-être, en tout cas qui portent le nom d'Hensen, et qu'on retrouve donc dans ces fragments Solander. Donc là, pour revenir et pour enfoncer un peu le coup sur cette histoire d'incertitude, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le processus de narration qui se base sur des sources pas vraiment contradictoires, mais qui apportent à chaque fois un éclairage différent sur une personne et qui fait hésiter sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. C'est ça ? Tout à fait. C'est vrai que Hensen est un poète qui, de par sa vie, c'est quelqu'un qui se cache un peu, de par l'origine politique en soi-même, mais également de tempérament, c'est quelqu'un qui préfère l'obscurité à la lumière des spots, pour non seulement pour une adhésion presque obsessive avec son œuvre, obsessionnelle, et puis peut-être une certaine distanciation par rapport au modèle que l'on donne dans la société, auquel il n'adhère pas. C'est un peu un homme en dehors, c'est quelqu'un d'outsider, on dirait en anglais, qui a besoin de cet entre-deux, cette ombre, cette sorte de pénombre pour pouvoir circuler et écrire. C'est ce qui m'intéressait beaucoup. Je suis même, au niveau du cinéma, quelqu'un qui aime beaucoup ce genre de cinéma-là, comme Orson Welles, vous voyez, Le Troisième Homme de Carol Reed. Voilà, c'est un univers comme ça qui est très fort pour moi. Et concernant Hensen, c'est vrai que c'est venu d'un rêve, donc il y avait quand même une part de mystère très forte, puisque je me suis réveillé un matin, je vivais en Irlande à cette époque-là, avec non pas un visage ou une séquence de cinéma d'un rêve, mais seulement avec ce nom, Hensen. Et derrière ce nom-là, il y avait déjà toute une atmosphère, mais également une direction, puisque Hensen, il y a une forte sonorité scandinave, et il y a également le mot anglais end, fin, à l'intérieur. Et là je l'analyse là, mais c'est pas du tout intellectuel ni rationnel. Quand je me suis réveillé, c'est quelque chose de très émotionnel. Et pour moi, ça voulait dire quelqu'un qui va au-delà des choses, qui est vers le nord, ce nord polaire, et qui derrière le cercle polaire va au-delà encore, qui va dans l'inconnu, qui va où il y a l'incertitude. Et voilà, c'était quelque chose de tellement fort que je voulais écrire autour de lui, sans avoir beaucoup d'indices, mais ce lien très fort et cette envie de le suivre. Et je ne pensais pas au départ que ça prendrait plusieurs livres. Dans les 4 premiers textes, on aperçoit Hensen toujours un peu sur le côté. Il y a un texte qui parle de son premier biographe, si on peut dire, plutôt biographe malchanceux, comme on va le voir. On va faire un petit peu le tour de... Enfin, on va essayer de parler d'Hensen. Ce qu'on voit déjà à la lecture de L'homme caché et des fragments Solander, c'est que chercher à pénétrer le mystère Hensen, à savoir qui est ce poète, est déjà dangereux en soi. On le voit en filigrane ou
de côté dans certains textes, comme un personnage pas secondaire, mais une ombre sur le côté du regard. Certains essayent de pénétrer ce mystère. Donc on va vous lire un passage des Fragments Solander qui reviennent un peu pas sur la vie d'Hensen, mais sur la recherche d'Hensen qu'ont mené plusieurs personnages. Alors, pour dire quelques mots sur les Fragments Solander, c'est l'histoire, ou plutôt un fragment de l'histoire de Paul Foster, un écrivain qui travaillait à la biographie d'Hensen. Paul Foster a eu un accident, et au début du roman, il se réveille à l'hôpital, il a perdu la mémoire, et on lui dit qu'il ne doit sous aucun prétexte parler. Donc, incertitude encore une fois, puisqu'on a un narrateur qui est amnésique, qui va chercher à savoir ce qui lui est arrivé, et qui va chercher, à nouveau fasciné par la figure d'Hensen, à savoir qui est ce poète en partant sur de nouvelles pistes et comme premier indice, il a la biographie qu'il a quasiment constituée sur Hensen. Donc là, on est presque au début. Il s'est un peu remis de son traumatisme et il commence à réexplorer ses pistes précédentes. J'avais retrouvé une direction. Ma vie n'était plus cette attente, indéfiniment ajournée d'un événement. Les recherches que nécessitait le chant des races intérieures, donc sa biographie de Hensen, dont Elsa lira un passage après, occupèrent alors tout mon temps. Je repris contact avec Sinclair des éditions Septimus, et quelques jours plus tard signai un contrat dans son bureau. Je relus d'abord l'unique roman d'Hensen, L'homme caché, puis poursuivi avec la poésie, progressant dans son œuvre comme un promeneur s'enfonçant dans la pénombre intérieure d'une forêt perdue. Ma lecture achevée, il me fallut plusieurs jours pour appréhender de nouveau la normalité du monde qui m'entourait. La justesse de mon travail, compris-je alors, dépendrait de ma capacité à sonder l'extrême singularité de cet homme sans perdre pied. Je sais que peu s'arrêteront à considérer la portée de cette phrase. Comment peut-on se laisser à ce point subjuguer par une figure absente, un homme, pour ainsi dire, privé de contours humains, que l'on devienne à son tour une ombre? On le peut cependant. Malek, son premier biographe, consacra plusieurs années de sa vie au poète avant de perdre en 2002 tout son travail dans l'inondation de Prague. Il survécut, mais se noya paradoxalement dans l'alcool. Maxandre, un éditeur suisse, résolut de terminer le travail à sa place. Une grave dépression nerveuse l'en empêcha. Mais le cas de Kublik fut de loin le plus surprenant. En 1968, cet obscur détective pragois quitta son pays et ouvrit à Berlin une agence d'investigation. Sa clientèle comptait alors principalement des exilés qui, comme lui, avaient fui l'invasion russe, et quelques artistes. Faustaka, une photographe allemande, l'une des premières clientes à solliciter son aide, lui annonça d'emblée qu'elle ne venait pas pour elle-même, mais pour un ami. Il avait disparu, on le disait mort. Personne n'avait pu lui apprendre les circonstances de son décès ni le lieu de sa sépulture. Cette période très obscure de sa vie avait duré des années, jusqu'au jour où, de retour de Tchécoslovaquie, un journaliste lui montra quelques photos prises durant le printemps de Prague. Parmi les images d'une foule fuyant devant les chars d'assaut des soldats russes, un visage soudain se détacha. Fausta le fixa, sans pouvoir parler. Elle venait de reconnaître l'ami disparu. Questionné, le journaliste lui raconta leur rencontre inattendue en pleine émeute. Il s'agissait d'un compatriote, lui dit-il, avec encore dans la voix un reste d'incrédulité et de trouble. Un passant surpris comme lui par l'invasion armée et qu'une balle perdue venait de coucher sur le trottoir. Incapable de courir et sachant son arrestation inévitable, l'inconnu avait tiré des papiers de sa veste, lui faisant jurer de les détruire. Dans la panique, le journaliste promit et repassa la frontière le soir même, sain et sauf. Tout en poursuivant son récit, Fausta avait extirpé une longue enveloppe de son sac. Elle ne s'était tue qu'au moment où Kublik s'en était emparé pour examiner son contenu. Le détective m'a raconté lui-même cette histoire. Notre rencontre eut lieu avant que le chant des races intérieures ne paraisse. En plus d'être un fin psychologue, ses connaissances littéraires étaient remarquables. L'œuvre d'Hensen figurait en bonne place dans sa bibliothèque privée. Il m'avait d'ailleurs avoué sa fascination pour la figure insaisissable du poète. Selon lui, l'anonymat impénétrable dans lequel cet homme avait passé sa vie indiquait qu'un espace essentiellement primitif, non désacralisé par l'humain, lui était vital pour exister. C'était le secret de son œuvre, bâti entièrement autour d'un mystère central. Nul doute, me confia-t-il alors, que son destin dut être solitaire. Pour la plupart de ses lecteurs, Hensen demeurera un grand mythe poétique, le mystère incarné, pour d'autres encore un initié. L'a-t-il voulu ainsi? Dans ce cas, on aura affaire à une volonté de puissance exceptionnelle, uniquement envisageable chez un individu arborant publiquement son anonymat. Or, rien de tout cela chez lui, même ses livres sont entourés de silence. C'est un pur paradoxe, on en conclurait volontiers que cet homme fut une invention. Je
Je revois encore son regard s'attarder dans le mien quand il me déclara avoir eu la preuve du contraire, en ouvrant l'enveloppe que Fausta lui avait donnée, les documents d'identité, dressés au nom d'Hensen, s'en étaient échappés. J'ai tenu entre mes mains les papiers de cet homme et je ne me souviens de rien, ni de son lieu de naissance, ni de son aspect, rien, c'est inimaginable. Il y a plus de 30 ans de cela. Qui sait où se trouve Fausta aujourd'hui? Kublick l'avait interrogé en vain sur Hensen. Repoussant ses questions, la photographe avait brusquement mis fin à la consultation. C'est impossible, lui avait-elle alors lancé avec impatience. Nous ne parlons pas du même homme. Elle s'était levée, en fourrant l'enveloppe dans son sac. Le détective était devenu anxieux après son départ. Trop d'éléments étaient en jeu à l'arrière-plan. Il veilla tard dans la nuit, s'attendant à tout instant à recevoir un appel de Fausta. Il n'eut plus jamais de ses nouvelles. Mon propre cas ne peut se comparer à celui de Malek, de Maxandre ou même de Kublick. Hensen n'est pas une figure tutélaire de la mort. Il n'est pas davantage un sphinx en pierre noire, une énigme fatale, même s'il est vrai que mon accident survint au moment où je travaillais à sa biographie. Sa nature l'apparente davantage à ces passants rares, poètes ou visionnaires, marqués d'un signe depuis l'enfance, et dont la figure, à la fois lumineuse et fatale, est bouleversement pour ceux qui, désormais, se confondent avec leur ombre. Le chant des races intérieures. On a tout dit, ailleurs, des fulgurances du poète enfant, de l'impérieux élan avec lequel, adolescent, puis homme, il se cherche, se trouve et se dépasse. Notre conscience devrait être un chant, pas sur des dialogues divisés des races intérieures. 10 ans. La poésie est moins un soleil fixe que la matrice brûlante du vide. 12 ans. Une fureur inspirée semble le posséder. Nous naissons orphelins, écrit-il, vers 15 ans. La famille est une illusion sociale nécessaire à la survie de toute société. Le nombre menace chaque homme dans son devenir. En chacun de nous prédomine une normalisation de l'être vers le bas. Ouvrez le dictionnaire. Le mot qui suit directement celui de famille, c'est famine. Il était, paradoxalement, un poète qui se livrait peu. Toutes ses œuvres sont souterrainement autobiographiques. Jusqu'aux dernières lignes, écrites peu avant sa disparition, à Prague, sa vie d'homme n'est visible que de lui seul. Au poète mort, il reste d'écrire sur sa mort. La première phrase des fragments Solander, son ultime œuvre, un journal partiellement détruit, s'achève par ces mots singulièrement prophétiques. L'impression que je suis un hôte ne m'abandonne jamais, pas même quand je me dévisage et ne vois personne. Puis, c'est le silence. Ses œuvres franchissent les frontières. Son nom devient synonyme de délinquance poétique pour les uns, d'instinct prophétique pour les autres. Sa légende rejoint celle de Rimbaud, Blake et Artaud. Alors on a une mise en abîme permanente, puisque les fragments Solander sont le nom du dernier ouvrage d'Hensen et le nom du roman. L'homme caché, c'est son premier roman, mais c'est aussi le premier roman de Pierre Sandor où apparaît Hensen. Et on a en permanence un jeu de va-et-vient entre les sources, et puis là se crée avec les romans, puisque d'autant plus, là il parle de Faustaka, qui est elle-même l'héroïne de Engeland, qui est le deuxième texte de Pierre paru aux éditions Finitude, qui elle-même cherche quelqu'un qui est absent, comme on pourrait penser à Hensen, sauf que sa personne absente à elle s'appelle Houdini et n'a rien à voir avec Hensen. Ou peut-être que si, finalement. C'est vrai. C'est vrai que je ne l'ai pas indiqué dans ces 3 ouvrages, L'homme caché, Engeland et Fragments Solander, même s'ils sont chez des éditeurs différents. Et ils forment pour moi un triptyque autour, une exploration autour de l'invisible, du mystère, de la recherche identitaire. Et c'est vrai que quand j'ai écrit Engeland, c'est un petit peu un défi, comme peuvent avoir les auteurs de Oulipo, c'est-à-dire d'écrire un roman qui incarne ou qui personnifie Hensen, sans du tout jamais le nommer. Donc Houdini ne va pas être ce personnage principal d'Engeland, ce personnage qui disparaît et que Fausta va rechercher. Houdini n'est pas un double de Hensen, mais tout le climat du roman est constamment en résonance avec L'homme caché ou les fragments Solander, jusqu'au point où on peut retrouver des personnages de l'un à l'autre. Voilà. Vous parlez d'Houdini comme le personnage principal d'Engeland, et c'est effectivement le personnage qui disparaît. Et c'était le fragment que j'ai lu au début pour parler de La Dernière Goutte, mais l'absence comme moteur littéraire, puisque finalement le personnage principal de ces 3 textes, et on peut lier aussi au 4e, c'est un personnage qui disparaît.
Dans un cas, Hensen, dans l'autre cas, Hensen, mais aussi le narrateur qui disparaît à lui-même, et dans Engeland, c'est Houdini qui disparaît et que Faustaka va chercher toute sa vie. Et puis dans le quatrième roman, j'ai un trou sur le nom tout de suite. Adieu à ce qui vient, c'est l'histoire d'un homme qui s'installe à Venise, dans un palais, et qui disparaît à la ville. Et qui en tout cas essaie de se soustraire à la ville et qui crée un mystère par cette absence, par cette présence et cette absence simultanée. C'est vrai que ce sont des personnages qui sont un peu tous passe-muraille, qui vivent incarnés dans le monde tout en étant en dehors de ce monde-là. Ils ne sont jamais confondus à ce monde. En même temps, c'est vrai, vous l'avez mentionné, tout ce qui est absent a peut-être plus de force, plus de puissance en tout cas d'invocation qu'une présence parfois physique. Pour moi, c'est quelque chose de très fort, ce qu'on va suggérer. Je parlais de cinéma des années 40, tout à l'heure, Orson Welles, Carlo Reed, il y en a bien d'autres. C'est un cinéma de la suggestion, de la pénombre, du clair-obscur. Les Allemands étaient très forts là, également dans cette veine-là. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, même aujourd'hui. Aussi bien dans la littérature, il y a une littérature très forte également dans ce sens-là. Je pense aussi dans les premiers romans de Paul Auster, par Paul Foster. Et c'est toujours ce qu'on ne voit pas qui dégage, pour le coup, qui révèle le mystère inhérent à la vie, qui est là, mais finalement, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas le cerner. Et plus on essaye de le cerner, plus on essaye de l'analyser, et plus ça devient plat et ça s'échappe. C'est comme une mauvaise traduction. Il faut faire un pas, il faut franchir un seuil et aller dans le sens de ce mystère-là, mais il faut, en faisant cette chose-là, il faut aller soi-même dans une certaine pénombre, c'est-à-dire être à l'écoute de soi-même, dans cette part d'ombre que l'on porte tous. Je pense que pour moi, ces personnages-là, c'est un fil d'Ariane qui me permet d'entrer dans ce labyrinthe intérieur sans vraiment m'y perdre, sans, j'espère, ne pas trop perdre le lecteur non plus. Mais voilà, c'est pas banal, on va traverser un labyrinthe, mais qui va nous révéler des ombres, on parlait du catalogue de la dernière goutte, on peut parler de choses noires, on peut parler de choses sombres, les faire venir à la surface, comme dans les empêchements d'Isabelle, mais finalement c'est éclairant. C'est un peu comme des peintures de Soulages. Il a l'impression pour lui de peindre que du noir, mais il a vu, jusqu'au jour où il a vu la lumière sur ce noir-là qui était réfléchi. Finalement, on amène la lumière, on amène quelque chose à la lumière en allant dans cette ombre, dans cette obscurité. Donc je pense que c'est quelque chose de cathartique, de révélateur. C'est pas une littérature thérapique, de freudienne ou jungienne, mais c'est quelque chose qui révèle, voilà, et pour révéler, pour comprendre quelque chose, cette part inconnue de la vie, il faut aller dans cette part inconnue, il faut aller dans la pénombre, il faut aller dans ce silence de l'écriture, il faut aller dans cette voix qui est interne et qu'on entend que vraiment dans une assez forte solitude, et enfin dans mon cas en tout cas, et en me dégageant, en me distanciant du bruit extérieur, que ce soit la média, que ce soit le bruit tout simplement des villes. Vous parliez tout à l'heure de peur de perdre le lecteur, c'est justement quelque chose que je voulais ajouter, parce que outre, il y a une dimension, justement, on parle de manière très abstraite, alors qu'il y a un sens du récit aussi. C'est quelque chose qu'on retrouve chez La Dernière Goutte. Il y a beaucoup d'abstraction dans la manière de mener le récit, mais il y a des récits forts et des récits qui mènent quelque part. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant... c'est une comparaison un peu facile et un peu méchante pourrait être faite avec ces séries. Il y a eu toute une mode des séries à énigmes, on va dire, qui proposaient des narrations éclatées, où on ne voyait pas tout et qui cachaient souvent de gros trous de scénario. Et là, on a la chance d'avoir les deux à la fois, c'est-à-dire un vrai mystère, bien exploité, et en même temps une ligne qui ne frustre pas à la fin. Et j'ai trouvé que c'était très sensible dans vos romans, Pierre, aussi dans d'autres textes de La Dernière Goutte, la surprise comme moteur, mais finalement pas comme... c'est pas une chose artificiellement provoquée, mais ça a aussi pour objectif de faire déboucher le lecteur sur quelque chose qui soit narratif ou qui soit du processus réflexif que produit le texte. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, le livre de Pierre, c'est vraiment... c'est comme un tourbillon, c'est un abîme dans lequel on tombe, on se laisse prendre au jeu, hein. C'est vraiment très agréable
d'être emporté comme ça par la narration. Ce qu'on cherche, nous, c'est vraiment des raconteurs d'histoire. Donc là, on est vraiment comblés. C'est un plaisir de se laisser mener par le bout du nez. Et ce qu'on cherche aussi, c'est des textes qu'on a plaisir à relire et qu'on a envie de relire. Et là, on est tout à fait dans ce cas. On ferme les fragments de Lander, on se dit, mais où est-ce que je me suis fait avoir? Ouais, complètement. Et on le reprend. Et on le reprend encore une fois, et on découvre tout le temps autre chose. C'est ça qui fait la richesse d'un texte. Si c'est lire un texte, être agréablement surpris, on va dire, ou en tout cas amusé, voilà, gentiment, enfin, pour moi en tout cas, c'est pas intéressant. J'ai envie encore une fois, j'ai envie d'être bousculé par un texte, et j'ai envie de me replonger dedans une fois que j'ai fermé le texte. Et voilà, sinon c'est pas pour nous.